Tremblay, bien. Oui, monsieur. Là, actuellement, j'ai 7 générateurs. Depuis 12h47 environ. Ouais. Trois lignes avec 120 par ligne environ. Oui. 500 mégawatts. Montréal, 1950. La situation est critique. L'apport en énergie électrique ne peut plus suffire. Sous l'impulsion de la guerre, les usines durent fonctionner à plein rendement. À la signature du traité de paix, la demande s'accroît. L'industrie vient de découvrir le Québec. Les régions de Montréal et de l'Outaouais offrent deux possibilités, la Chine et Carillon. Mais pour des raisons diverses, ces projets ne répondent pas aux exigences du temps. L'aménagement de la deuxième section de Beauharnois, ajoutant 500 000 kW au réseau de l'Hydro-Québec, ne solutionne pas le problème. Parmi les grands cours d'eau de la rive nord du Saint-Laurent, à l'est du Saguenay, la rivière Bersimis offre de nets avantages. Même transmise d'aussi loin, l'électricité ne coûterait pas plus cher que si elle était produite dans la région de Montréal. La Bersimis, originellement la Betsiamite, prend sa source au lac Pipmocan, loin dans les régions sauvages du bouclier laurentien. Le lac Cassé est à 1225 pieds au-dessus du niveau du Saint-Laurent. Depuis sa chute jusqu'au fleuve, la rivière parcourt une centaine de milles. Les ingénieurs conçoivent un projet prévoyant l'implantation de deux centrales. Bersimis 1 est à 875 pieds au-dessous du niveau du lac. Plus en aval, on constituera un autre réservoir alimentant Bersimis 2. En moins d'un an, l'équipement de la centrale de Saint-Timothée près de Beauharnois est démonté, puis remonté à Bersimis. Ce fut une sorte de ruée vers la côte nord. Les hommes venaient de tous les coins de la province. En quelques mois, une ville surgissait au cœur même de la forêt. Durant certaines périodes, plus de 5000 hommes s'affairaient à la construction des barrages et des galeries. D'énormes quantités de matériaux, de machines et d'outils étaient acheminés vers les chantiers. L'entreprise revêtait une ampleur exceptionnelle. C'était pas un salon. C'était pas un salon. C'était dans le bois vert, en pleine forêt, des gros trembles. Le mois d'avril est arrivé. Le seul chemin qu'on pouvait passer, c'était par le lac aux Perles, partant de Forest-Ville-Nord. Ouais, ici, on va tout mourir si ça continue. C'était creux, monsieur. Il y avait des capes. Ça n'avait pas l'air annonçait beaucoup de la richesse là. C'était tout presque plémé, des crans plémés là-bas.
Il m'a dit, mes amis, il m'a dit, il ne faut pas vous décourager parce que c'est l'électricité, puis il y a de l'argent là-dedans. Ça fait qu'on était plus jeunes, on était plus courageux. Les gens se disent, on pêche un piton, mais ils ne savent pas tout ce que c'est que la misère qui sait faire. C'est certain que ça a causé à du monde un peu de tracas, puis un peu d'ennui. La forêt lointaine, en entend hibou, du haut de son grand chêne, le louirait pour le coucou, coucou. Aujourd'hui, à environ 400 000 de Montréal, à une cinquantaine de milles de toute civilisation, des montagnes renferment la centrale de Bercimis 1. À quelques 1000 pieds de la centrale, un village fut érigé pour le personnel affecté en permanence aux deux centrales. Enchâssé dans la rugosité d'un pays inculte, Labriville est nanti de toutes les ressources et commodités que nécessite une agglomération de ce genre. Tous les jours, toute l'année, sans répit, une méthodique et minutieuse activité souterraine s'accomplit dans le labyrinthe des couloirs. Vous avez eu jusqu'à maintenant un aperçu des couloirs de la centrale de Bercimis 1, vous avez pu les parcourir en partie, mais vous n'avez pas vu l'un des ouvrages pourtant les plus importants de ce projet, le tunnel par où l'eau est acheminée depuis le réservoir jusqu'aux 8 générateurs. À l'intérieur des montagnes, il a fallu percer une galerie longue de 7000 et demi, de 31 pieds de diamètre, et cela à même une roche très dure, le granit du Précambrien. Eh bien, pour vous permettre de saisir la raison de ces immenses travaux, nous allons, si vous le voulez, en démontrer le principe. Aujourd'hui, nous voyons s'étendre les eaux calmes d'un lac immense qui se dessine à la manière d'une pièce de puzzle. Eh bien, ce lac, si parfaitement inscrit dans cette nature sauvage et montagneuse, est en réalité un réservoir artificiel de 300 000 carrés. Le principe était à la fois simple, ingénieux et peu coûteux. En amont de la chute du lac Cassé et de son affluent, la rivière des Roches, il suffisait d'édifier 2 barrages d'enrochement, ou plus exactement 2 digues, afin de retenir l'eau et d'élever son niveau. Par ce fait, on accroissait considérablement la capacité du réservoir en lui adjoignant la superficie du lac Pipmocan jusqu'au lac Pamouskashiou.
Entre ces deux barrages, une montagne fut arasée jusqu'au niveau maximal du lac pour y établir un déversoir en son centre. L'idée maîtresse des ingénieurs de l'Hydro-Québec était simple. Pour faire fonctionner les 8 générateurs, les eaux du réservoir seraient conduites à l'intérieur des montagnes. Précisément parce qu'il s'agissait d'accroître la chute. Théoriquement, c'était simple. Mais il arrive parfois que plus une idée est simple, plus sa réalisation est complexe. Vous pensez bien qu'à l'époque où ces travaux furent entrepris, percer un long tunnel de 31 pieds de diamètre dans un granit dur, c'était un immense défi. Un défi que l'on allait transformer en exploit. Trois équipes furent constituées. 2 200 000 verges cubes de roc furent extraites des montagnes environnantes et acheminées par des galeries d'accès conduisant au tunnel. Dans cet élément solide, dur, les hommes progressaient à une cadence qui atteignit 372 pieds par semaine. Afin de diminuer la friction du débit de l'eau, l'intérieur du tunnel fut revêtu de béton. Il fallut 90 000 tonnes de ciment. Après 16 mois d'efforts prodigieux, les équipes se rencontrèrent. Au point de rencontre dans la galerie, on enregistra des écarts de périmètre dérisoires, 1/2 et 1/8 de pouce. C'était d'une précision fabuleuse. Et ça n'est pas tout. La percée du tunnel avait pour aboutissement logique la centrale. Il fallait donc aménager une centrale. Mais où l'aménager? Les ingénieurs répondirent à l'intérieur de la montagne, car ils avaient calculé que cet exploit technique coûterait moins cher que toute autre installation à l'air libre. On creusa donc une immense caverne. Longueur 565 pieds, largeur 65, hauteur 80. Elle pouvait contenir divers postes et principalement la salle des générateurs. Huit turbines Francis, parmi les plus grosses du monde au moment de leur mise en place, transforment la force de l'eau en énergie électrique. Belle-Île, enlever l'étiquette de permis de travail 28738 sur le bougeon de sécurité. C'est bien. La brusque fermeture des vannes
occasionnerait une montée subite de la pression d'eau. Afin d'absorber ce choc, on recourt à une chambre d'équilibre où l'eau peut refluer. En érigeant un barrage poids en béton et 2 digues, il était possible de constituer un autre réservoir. On maintenait le lac ainsi formé au niveau du canal de fuite de la première centrale. L'aménagement de la deuxième centrale ajoute à l'ampleur des travaux. Là aussi, on dut percer une galerie de 2400 pieds de longueur et de 38 pieds de diamètre, entièrement creusée dans le roc. Pour contenir les eaux du bief d'amont, on a construit un barrage en béton qui s'élève à 276 pieds au-dessus du lit de la rivière. Il mesure 2100 pieds de longueur, 310 pieds de largeur à sa base et 14 pieds de largeur à son sommet. Les 6 vannes du réservoir assurent l'écoulement du surplus au rythme maximum de 130 000 pieds cubes d'eau par seconde. À l'intérieur, des couloirs d'accès permettent au personnel de surveiller les parois du barrage. Les 2 centrales assurent aujourd'hui une production annuelle de 7 milliards 390 millions de kilowattheures. Ces lignes transportent le courant de Percimis à Montréal. Cela représente un réseau de quelques 400 000 de long. La traversée du Saguenay aura posé de nombreux problèmes. Les pylônes mesurent quelques 200 pieds de haut. Ils sont montés sur 2 collines s'élevant à plus de 600 pieds au-dessus de la rivière. Deux voies de transport acheminent l'énergie des centrales de Bercimis.
Depuis Bercimis, une ligne se rend au poste de commande de Manic. Le poste de Manic renvoie l'énergie au poste de Haute-Rive qui dessert et alimente presque toute la côte nord avec possibilité d'extension. D'autres lignes partent de Bercimis pour se rendre dans la région de Québec où sont les postes Laurentides et Charlesbourg. De là, les lignes repartent vers Montréal jusqu'au poste de Bout-de-l'Île, de Saraguet et Chomédé avec possibilité d'extension. Bercimis, c'est le premier maillon d'une longue chaîne d'exploitation conçue et réalisée par l'Hydro-Québec. En ces temps nouveaux, le Canada allait entreprendre des réalisations dont les audaces étonneront le monde. Bercimis est une étape capitale et décisive. Bercimis est un geste historique, c'est un tournant, une évolution au niveau des projets hydroélectriques du Québec. Jour et nuit, été comme hiver, au rythme des saisons, en toutes circonstances et selon les nécessités premières du moment, des employés travaillent en permanence. Dans les régions les plus reculées, sous n'importe quel climat, affectés à des tâches les plus diverses, ils contribuent anonymement au bon fonctionnement des moindres détails. Depuis les centrales jusqu'aux postes de ligne, ce que l'homme a conquis aux forces brutes de la nature, il le protège avec un soin jaloux. Enlevez bien. Oui. Thwarting, oui. La Bercimis, rivière inconnue il y a quelques années, est maintenant un nom familier des ingénieurs du monde entier. Là, comme c'est là, j'ai 7 générateurs.